Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Temps d'une bière. Aujourd'hui, on va parler du petit Chicago, cette ville qu'aujourd'hui on connaît comme Gatineau, comme le vieux Hall. Beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. Je suis avec Michel Prévost, qui est président de la Société d'histoire des Outaouais depuis au moins 25 ans. Comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On a un beau sujet, là, le petit Chicago, la prohibition, Oui. la réputation de Hall à une certaine époque. Une réputation qui est encore bien vivante aujourd'hui. On avait jusqu'à très récemment le bar qui s'appelait le Petit Chicago, qui était un écho bien vivant d'une époque qui est assez révolue, non? Oui, heureusement, la Mhm. réputation du secteur Hall aujourd'hui n'est pas du tout le même que le petit Chicago là, dans les années 20, dans les années 30, un petit peu avant, un petit peu après. Là. Mhm. Mais la ville, quelqu'un qui aurait été ici dans les années 1920 puis qui reviendrait là, 100 ans plus tard, il ne reconnaîtrait pas la Ouais. ville, la réputation de la ville. Il trouverait ça bien calme aujourd'hui dans le Viol sur la promenade du Portage, là, sur la rue Édé, Frontenac. Alors, c'est un monde totalement différent aujourd'hui. Et ça, c'est la question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé à Hull? Qu'est-ce qui fait que on a appelé cette petite ville bien charmante du Québec euh, le Petit Chicago? Ben, c'est très simple. Puis quand on appelait Hall le petit Chicago, c'était pas un compliment, là. C'était vraiment très mal vu. Ben, c'est une référence à la ville de Chicago, à la période des années 30, des années 20, avec Al Capone, toute la prohibition, le jeu, la prostitution, sauf que, évidemment, à Chicago, il y avait énormément plus de violence, de fusillade. Alors, si on est habitué d'écouter des films de la période d'Al Capone, il ne faut pas s'imaginer qu'à Hall, là, on se battait Mhm. dans les rues, mais il y a quand même un fond. Quand on dit petit Chicago, ben, il faut savoir que c'est dû au fait que la boisson coulait à flot et aussi, on pourrait dire, à tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des bars clandestins le dimanche, mais c'était plus tranquille quand même le dimanche. C'est la journée du Seigneur. Mhm. L'Église est très présente à Hall. Quand on va faire un survol de Hall, là, on va en parler. Mais c'est aussi à Hall, c'est les jeux, c'est les tripots. Les euh, tripots. les tripots, Voici un mot qu'on n'entend pas souvent ces temps-ci. non, ou des barbottes. OK. Alors, c'était des jeux clandestins, des paris, ou si je te dis aujourd'hui des balles à l'huile, ça doit pas te dire Des balles grand-chose. à l'huile. Oui, des balles à Euh, l'huile. non, Qu'est-ce que c'était? effectivement. Moi, j'ai des images en tête, mais je pense pas que ce soit les bonnes images. Je t'apprends beaucoup de mots là, ce Oui. soir. Ben, en fait, c'était pour la plupart du temps, c'était des bars clandestins. OK. Alors, comme c'était clandestin, on avait un éclairage très doux, alors avec Hmm. lampe à l'huile. Alors, on dit que on dansait dans ces balles à l'huile très tard la nuit, et on peut penser aussi qu'il se passait à autre chose, parce que dès qu'on parle de prohibition, puis on parle de bars clandestins, qu'on parle de salles de jeux de tripot clandestines, ben, il faut pas se cacher, il y avait aussi de la prostitution, c'était très ouvert, et il y avait un bar en particulier qui s'appelait Le Frontenac, qui était, Oh. on l'appelait le lieu de vice de Hall. Alors ça, c'était très connu. Alors voilà pourquoi on appelle le petit Chicago. D'ailleurs, il y a une rumeur qui circule qui dit que Al Capone aurait Ouais. été vu chez Henry. Moi, je suis très sceptique
politique. Et si je peux juste te poser la question, chez Henri, ça, c'est un autre de ces fameuses institutions qu'il y avait dans le viol, c'est ça? Pas encore, Ah, là. OK. En 1929, oui, on l'avait dans les années 30, mais chez Henri, c'était au départ notre petit château Laurier. Ah, C'était OK, pas OK, du OK, tout de OK. même acabit. Non, ça a été ouvert par Monsieur Henri Burger, qui était maître d'hôtel au château Laurier d'origine suisse, avec sa femme Marie Monin-Burger, très grande réputation. Au contraire, c'était un hôtel avec la belle vaisselle, Mhm. avec chez Henri, là, il y avait des logos là-dessus. Et pendant très longtemps, il y a eu le beau salon d'art ou salon rose, là. Et même Jeanne Sauvé, première femme gouverneure générale du Canada, a fait sa réception de mariage là. Alors, le café chez Henri, c'est autre chose. Il faut savoir aussi que les gens qui venaient, on va parler de Hall, ville des plaisirs et tout, Mhm. on venait pour tout ce qu'on a dit, mais on venait aussi pour la bonne nourriture. Ah Hall oui. était reconnu, il y avait beaucoup d'endroits pour la bonne nourriture. Le café chez Henri, là, qui a été le restaurant le plus célèbre, n'existe pas encore là, à l'époque, là, les années 20 dont on parle, mais quand même, on mange bien à Hall. En fait, les gens viennent pour dépenser leur argent Mhm. à Hall et tout ça fait partie des plaisirs de la vie. Euh, Par contre, aller manger dans un bon restaurant, ça, c'est rien de clandestin, là. C'est Ça, ça. c'était tout à fait permis, là. Et ce qui est permis à Hall, ou plutôt ce qui arrive à Hall, est en partie une conséquence de ce qui n'est pas permis, ou plutôt de ce qui est interdit en Ontario. Ah ben, tout à fait. Il faut savoir que c'est un mouvement de tempérance. C'est des mots qu'on n'entend pas Mhm. beaucoup aujourd'hui. C'était des mouvements qui étaient contre la consommation d'alcool. Et ça va commencer aux États-Unis, on dit fin du 19e siècle, mais ça commence déjà dans les années 1870, 1880. C'est une mentalité très anglo-saxonne et qui pousse pour ces tempérances et vraiment ces mouvements de prohibition, là, ben, essentiellement, c'était l'Église. Puis on Mhm. parle pas là, que de l'Église catholique, là. Les églises sont contre la vente libre Mhm. de boissons. Ensuite, vous avez les mères de famille. Alors ça, c'est très, très fort. On va vraiment soulever les mères de famille qui, trop souvent, voyaient leur mari, qui déjà gagnait pas beaucoup, aller dépenser une partie de son argent dans les tavernes, dans les bars, alors que la famille manquait de sous. On peut comprendre que les mères de famille, les épouses, n'étaient pas très en faveur là, de la vente libre de boissons. Puis ensuite, il y a un troisième groupe important, ben, les patrons. Ah oui. Évidemment, les patrons luttaient contre l'absentéisme. Si vous avez passé la journée ou une partie de la nuit dans un bar, ben, vous êtes soit absent Mhm. ou vous n'êtes pas très efficace au travail. Ouais. À l'époque aussi, au 19e siècle et au début du 20e, puis à Hall, on est bien placé parce qu'on va voir, c'est une ville très industrielle. Il y a beaucoup d'accidents de travail. Mhm. Alors, il y a déjà des accidents de travail quand les gens sont à jeun et n'ont pas consommé. Imaginez-vous quand ils ont pris de la boisson. Alors, ce mouvement-là s'amplifie tout à la fin du 19e siècle et ça va traverser très rapidement au Canada anglais. C'est la même mentalité Mhm. anglo-saxonne, alors qu'on peut dire que dans toutes les provinces au Canada, c'est très, très populaire. Est-ce que Sauf c'est une c'est province. ça la question que j'allais te poser? Parce que j'allais te demander, est-ce que c'est la même chose au Québec? Parce que tu en parles comme étant un phénomène qui est anglo-saxon. Oui, en fait, mais il faut faire beaucoup de nuances, Mhm. mais
disons, au Québec, mais on pourrait dire, à l'époque, là, on utilisait beaucoup le mot canadien-français, là. Disons que les francophones catholiques sont beaucoup plus libérales face Mhm. à la consommation. Je dis pas qu'il n'y a pas des mères de famille, puis il y avait le clergé, puis les patrons aussi qui n'étaient Mhm. pas si en faveur de la consommation de boissons, mais de là à l'interdire totalement, ce n'était pas dans nos mœurs. Hmm. Alors, on peut vraiment dire, on parle souvent du Québec comme société distincte. Ouais. Ben ça, c'est un bel exemple, là. Vraiment, tous ces mouvements de prohibition, d'abstinence totale de consommation de boissons, on dirait que c'était pas dans notre ADN. Mais encore avec beaucoup de nuances. Mais ce qui, en fait, va toucher le plus Hall et qui va lui donner cette réputation de petit Chicago, c'est que Hall, c'est une ville frontalière. Ah oui. C'est pas une grosse ville, là, quand on parle de début des années 20, là, Ouais. au recensement de 1921. As-tu une idée de la population de Ben non, j'allais Hall? te le demander. T'as devancé ma question. Mais je peux Oui. te fournir une estimation, mais je m'attends à être complètement dans le champ. Combien tu penses? Je sais que je vais être dans le champ, donc je me sens mal de le dire. 45 000 habitants. Ah non, non, c'est 29 033. J'aurais dû y aller avec mon premier choix. Ça peut paraître peu, mais il faut Mhm. savoir que Hull, c'est vraiment la métropole de l'Outaouais. 30% de la population de l'Outaouais habite à Hull. Puis quand on se compare avec les autres villes, la deuxième plus grande ville en Outaouais, c'est Elmer, avec 3904 habitants. Mhm. Puis tout de suite après, c'est Buckingham avec 3885. Et ça, c'est dans les années 1920, Ça, c'est le 1930? recensement de 1921. OK. Parce que la population va beaucoup augmenter, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Mais retenons que même si pour nos yeux d'aujourd'hui, Gatineau, maintenant, c'est presque 300 000 habitants, mais 29 000 habitants à cette époque-là, c'est quand même une grosse ville. Et Ottawa, c'est pas aujourd'hui, c'est 1 million. Ottawa, c'est pas beaucoup non plus, mais c'est quand même 5 fois. On parle de 100 quelques mille. La capitale, c'est quand même pas beaucoup. Mais Mhm. c'est, retenons, 5 fois plus, une population 5 fois plus nombreuse. Et là, on est bien avant la prohibition là, totale, mais dès 1907, Mhm. la ville d'Ottawa, l'Ontario, va commencer à restreindre la consommation de boissons. Puis le plus drôle, si le Québec est la province la plus libérale au Canada, ben, l'Ontario, c'est tout à fait l'inverse. Ça va Ah être la oui. plus conservatrice de toutes les provinces. Puis là, je pense que tu viens de comprendre C'est ça la dynamique, l'enjeu, parce que là. c'est les extrêmes qui se touchent à la frontière de l'Outaouais. Exactement. C'est pour ça que si on veut aussi qualifier Hull à l'époque, on peut dire que c'est une ville de frontières. Il y a Mhm. 2 ponts qui la lient il y a 2 ponts entre Ottawa et Hull. Le pont J'essaie de m'en souvenir. En fait, j'essaie de faire des calculs mathématiques qui me permettent d'aller retourner, mais je le sais pas. le pont Union, là, qui est maintenant le pont des Chaudières, Mhm. et le pont Alexandra, le pont interprovincial là, qui a été inauguré en 1901. Alors, il y a quand même un pont qui est directement au centre-ville, là, qui réunit Ouais, ouais, ouais. les deux villes. Et qu'est-ce qui se passe dès 1907? À Ottawa, on commence à avoir des restrictions. Alors, imagine-toi donc que les bars fermaient à 7 heures, pas à 7 heures du matin, à 19 heures le soir, le samedi, et n'ouvraient seulement que le dimanche matin à 6 heures. Alors qu'à Hull, on fermait à 20
3 heures, 11 heures, et on OK. ouvrait à 5 heures du matin. Puis là, C'est j'ai une gros question comme pour toi. différence. Oui, oui, je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on ouvrait les bars à 5 heures à Hall, puis à 6 heures aujourd'hui? Je pense pas qu'on voudrait ouvrir les bars. Les gens vont se coucher à cette heure-là. On ferme les bars. Déjà, on les a déjà fermés. On Mhm. les ouvre pas. Comment expliquer qu'il y a un siècle, les bars ouvraient si tôt? Et ça, c'est. Avant que je te réponde, il faut que je te demande ça. C'est le samedi ou le dimanche? C'est à tous les jours. Non, le dimanche, autant en Ontario qu'au Québec, c'est un jour sacré. C'est le jour du Mhm. Seigneur, c'est un jour de repos. Alors, officiellement, tout est fermé le dimanche. Puis là, je le Mhm. fais avec un sourire parce que je te dis officiellement. Ah ben, je comprends. Mais ça, il n'y a pas de différence. Mais pour le reste, non, on ouvre tous les matins à 5 heures, sauf le dimanche, à 5 heures à Hull et à 6 heures à Ottawa. Puis encore une fois, toujours du matin, là. Cette question me taraude, mais, Je l'ai posée à ma femme, puis elle n'a pas eu la mais réponse. avant que je te réponde, euh, il faut que je relate un épisode du 19e siècle, durant la Révolution industrielle américaine, parce que je me souviens d'avoir lu que l'ouvrier américain considère que boire de la bière fortifie et que c'est donc bon. Et c'est pas tout le monde, évidemment, il y a des exceptions, mais il est considéré comme étant normal de se fortifier d'une bonne bière, d'une bonne pinte avant d'aller au travail. Donc, à cause de ça, je croirais que peut-être que le bar ouvre vers 5 et 6 heures du matin, précisément pour fournir aux ouvriers l'opportunité de se pinter un peu avant d'aller au travail, tout en appelant ça de la fortification. Ou en revenant du travail. Ah, Parce qu'il parce qu'il y a ne des faut pas chiffres de nuit? oublier qu'il y avait beaucoup de chiffres de nuit. Ben Et par oui, exemple, nous, ben, ben oui. mais ça pouvait, j'avais pas pensé aussi qu'avant d'aller travailler, mais je pense que c'est plutôt après le travail, parce que là, on avait fini notre nuit de travail et Mhm. là, on se payait un petit peu la traite. Puis on sait d'ailleurs que la EBIED, sur la rue Aidée, il y avait la fameuse hôtel Bank là, qu'on avait construit en 1908. Puis, on sait très, très bien que beaucoup d'ouvriers, même si leurs femmes leur disaient de rentrer directement à la maison, arrêtaient pour prendre une bière Mhm. avec les amis. Si ça avait été seulement qu'une bière, je pense pas que ça aurait été un grand problème, mais il semble qu'il y en a qui restaient Ouais. assez longtemps au lieu de retourner à la maison. Mais tu as tout à fait raison. C'était pour servir la classe ouvrière. Parce que quand tu me demandes au début la différence entre aujourd'hui puis Mhm. la très, très grande différence aussi, c'est que Hull n'était pas une ville de fonctionnaires, n'était pas une ville de services, Mhm. était une ville industrielle. On a oublié que même Hull était le troisième pôle industriel du Québec. Alors, Ouais. c'était très, très, très important pour l'économie du Québec. La majorité des gens travaillaient dans les industries qui étaient très, très nombreuses et c'était très, très concentré dans le secteur des chutes des chaudières, mais aussi tout le long du ruisseau de la brasserie. C'était très, très industriel. Puis ça, on a des cartes là, qui Mhm. nous montrent, et même entre 1911 et toujours 1921, il va y avoir un accroissement là, notable d'industrie, mais aussi une diversité. Parce que pendant tout le 19e siècle, Hull, c'est une ville de bois. Mhm. Beaucoup, beaucoup de scieries. On le sait, au grand feu de 1900, le grand feu qui a détruit la ville le 26 avril, en tout cas une partie de la ville, le 26 avril 1900, ça s'explique par le fait qu'il y a du bois partout
partout. Il y a des piles, les usines empilent du Ben oui. bois, des tonnes et des tonnes. Ça parlait du fait que les bâtiments sont faits en Tous bois, les bâtiments j'imagine. sont faits en bois. Les maisons ouvrières, on les appelle les petites maisons allumettes. Elles sont en bois, mais surtout avec des toitures en bardeaux de cèdre. Alors, dès qu'il y a un tison qui tombe, Mon Dieu. la ville s'enflamme. Mais on peut dire qu'après la reconstruction de la ville, les grandes séries ne seront pas reconstruites. Alors, c'est plus au 20e siècle, Hull, c'est plus la ville là, des grandes séries. C'est beaucoup les pâtes et papiers qui vont se développer avec la EBD, Mhm. bien sûr. C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la EBD Ben oui, pour les ça gens qui sont fait. pas dans Ben le coin? oui, Parce que tout à nous, on fait le fait. podcast ici Oui, à oui, 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 Gatineau, hein, c'est oui, ça? oui. Puis j'oublie toujours, pour quelqu'un qui vient d'ici, moi, ma famille est Ben dans oui. la région depuis 5 générations. Alors, Ah c'est oui, ok. sûr Vous êtes que, solidement ancré dans le ben terroir. oui, ça doit être pour ça que je m'intéresse tant à l'histoire et au patrimoine. Mais la EBD, ça fait tellement partie de Ben oui. l'histoire de Hall. Alors, Biédé, c'est un Américain. Il arrive ici en 1854. Il commence à fabriquer des choses en bois, des seaux, des épingles à linge, des planches à laver, mais surtout des allumettes. Il y a 100 ans, Hull était la capitale canadienne des allumettes et même on était le premier producteur à Hull de l'Empire britannique. Alors, sa Wow. compagnie va grossir, grossir, surtout qu'à la fin du 19e, il se lance dans les pâtes et papiers. Biédé meurt en 1906, mais sa compagnie va continuer là, Mhm. en fait, jusqu'à la toute fin du 20e siècle. Après ça, ça va passer dans les mains de la Domtar, puis aujourd'hui, c'est fermé. Mais c'est un joueur très, très important. C'est le plus Ouais. important employeur de la ville. Et les pâtes et papiers, ça demande beaucoup d'ouvriers. Alors, ça explique Mhm. pourquoi à la fin du 19e siècle, par exemple, la population de Hull va doubler. Entre 1881 et 1901, on passe de 7 000 à 14 000. Alors, retenez tout ce qui touche le bois, Mhm. mais aussi on va beaucoup se diversifier. Alors, il y avait le domaine textile, Mhm. qui est un des seuls endroits où les femmes peuvent travailler, les ouvrières, à part pour les allumettes. Le textile est très important, mais aussi l'alimentation, le lait. On avait un abattoir très, très important, gros employeur aussi, la Canada Packers. Il y avait une fonderie qu'on avait ouverte pendant la Première Guerre mondiale. Le bâtiment existe toujours, ça s'appelle La Fonderie aujourd'hui, là, c'est pas un nom inventé. Puis ensuite, ben, vous avez beaucoup de petits services. La rue Aidée, la rue du Portage, c'est des rues très, très dynamiques. Puis ensuite, ben, il y a beaucoup de monde qui travaille. Puis là, on revient au petit Chicago. Ben oui. Tout ce qui touche les restaurants, les bars, tout ça, ça emploie quand même beaucoup de personnes, mais c'est pas le premier, heureusement, c'est pas le premier employeur de la ville. Mais si on met tout ça ensemble, ça vous indique très, très bien que c'est une ville ouvrière. C'est une ville avec beaucoup de pauvreté. On a de la difficulté à Ouais. s'imaginer aujourd'hui à quel point les familles étaient pauvres. Très jeunes, on doit travailler. Ben oui. Les femmes vont parfois faire des travaux à la maison. Alors, c'est une vie très, très difficile. Et c'est pour ça que c'est choquant pour ces mères de famille-là de voir que leur mari, leur frère, en fait, les membres de la famille dépensent le maigre Ouais. salaire en boisson. Alors, c'est ce qui explique pourquoi le clergé, mais aussi les journaux. Ici, je vais vous lire une citation du spectateur de Hall. Puis, évidemment, même s'il y a des gens de Hall qui allaient, là,
on dit toujours que c'était les gens d'Ottawa qui allaient dans ces endroits-là. Mais en réalité, c'était tout le monde qui se trouvait Ben, dans le c'était coin puis qui beaucoup avait les de gens, l'argent. non, c'était beaucoup les gens d'Ottawa. Ah, OK. Les trois quarts, on le voit par les arrestations, mais il y avait quand même au moins un quart que c'était des Hulois. Ben oui. Mais quand on voit le spectateur, et pour l'image du Hulois, ben, c'était les touristes, c'était les gens d'Ottawa qui venaient ici là, pour vadrouiller. Mais vous allez voir que c'est pas très gentil ce que le spectateur écrit. La ville est littéralement remplie de salauds que la police d'Ottawa a chassés de ce côté-ci. Ce côté-ci, c'est hot. La procession de vauriens grossit chaque soir sur les deux ponts qui conduisent à Hull. Et les autorités ne servissent pas. On devrait repousser à coups de bâton toute cette engeance puante qui vient encailler notre ville. Alors, on voit que l'élite... C'est assez grave. Oui, mais l'élite, puis là, c'est spectateur, mais plus tard, ça va être le droit. Le droit aussi est tout à fait pour la prohibition, le contrôle de la boisson, parce que on peut s'imaginer l'élite, les bien-pensants, les intellectuels n'aimaient pas du tout l'image que ça donnait à la ville. Là, est-ce que les intellectuels ou l'élite ne fréquentaient jamais ces lieux-là? Ben là, à vous de... Ça me paraît personnellement assez douteux. Ah, ben là, je sais pas, là, Mais ça je me fait te penser... laisse y penser. Ça, c'est le portrait de Hull dans les années 1920, durant la décennie des années 20. Et puis là, Hull est habité par beaucoup d'ouvriers parce que c'est une ville ouvrière. Et là arrive le crash économique de 1929. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le crash économique va affecter, dans le fond, la vie de Hull? Oui, ça va beaucoup affecter, mais avant de répondre à cette question-là, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu avant, parce que moi, comme historien, j'aime bien la chronologie. Là. Je respecte ça. On devait faire le portrait de Hull, c'est important de dire aussi que Hull, en 1921, c'est une société qui est très, très francophone. Mhm. Plus de 80-90%. C'est une société très catholique. La même proportion, là, à cette époque-là, francophone égale catholique. Il y a une petite minorité d'anglicans à la paroisse Saint-James, puis il y a une petite minorité aussi de presbytériens. En 1927, là, ils vont avoir leur église, l'église Cushing, là, dans le secteur du ruisseau de la brasserie. Ça, c'est près du Viol. Alors ça, c'est le portrait. Puis quand je te dis que ici, au Québec, à Hull, on n'était pas pour la prohibition, il faut faire une nuance. Parce qu'en 1917, il y a eu toute une campagne par les gens dont on a, c'est les mêmes, là, le clergé, les ligues de femmes de tempérance, les journaux vont mener toute une campagne Les et patrons. finalement, non, pour la prohibition. Alors, contre la boisson, oui, Ouais. exactement. Pour la prohibition, et ça l'a passé. Ce qui fait qu'en 1918, on va instaurer ici la prohibition. Sauf que ça ne va pas durer. Ça va durer 1 an. 1 an? Oui, puis en 1919, on va abolir ça. Pour plusieurs raisons, mais entre autres, on s'est rendu compte que ça faisait qu'accentuer tout ce qui était clandestin. La boisson coulait quand même. Les gens d'Ottawa continuaient de venir à Hull. Mais il y a un lien avec ta question de 1929 parce que tout ça s'enchaîne. Alors, en 1929, c'est une grande crise économique. Comme Hull est une ville industrielle, les gens vont beaucoup souffrir. Beaucoup perdent leur emploi. Les usines ferment les unes après les autres ou fonctionnent au ralenti. Beaucoup de gens doivent aller sur ce qu'on appelle le secours public. C'est une aide vraiment minime qui vient des municipalités.
Mais en plus, on fait travailler les gens. On ne veut pas leur donner un petit chèque puis qu'ils restent à la maison. Alors, Mhm. c'est pour ça que, là, pour les gens qui connaissent moins le vieux Hall, euh, Hall, c'est une île. Il y a la rivière des Outaouais, mais il y a le ruisseau de la Brasserie. On revient Ce qui toujours. découpe, dans le fond, le vieux Oui, hall. exactement. Et il y a une partie qui est naturelle, mais il y a aussi une partie qui a été canalisée. Une grande partie. C'est là que les gens, quand on a des vrais hivers, là, peuvent aller patiner. Et c'est presque une copie conforme du canal Rideau. Parce que c'est la Commission de la capitale nationale qui a fait cet aménagement-là au début des années 1980. Alors, on a vraiment l'impression que le ruisseau de la Brasserie, c'est un canal. Ça n'a jamais été un canal, sauf que dans les années 30, pour donner de l'emploi aux gens, on leur a fait creuser le canal, mais en fait, c'est le ruisseau de la Brasserie. Il faut savoir que c'est pas pour rien si toutes les entreprises allaient s'installer le long du ruisseau de la Brasserie. Est-ce que tu as une idée pourquoi on aimait beaucoup aller s'installer là? Je pense que ma gorgée de bière prochaine va être en partie la réponse à ta question. Hmm. Parce qu'il y avait une brasserie. Non, pas Ah du non? tout. C'est parce que on pouvait envoyer tous les déchets dans le cours d'eau. À l'époque, Ben là, il n'y a oui, ben aucune oui. Moi, réglementation. je viens de Québec. La rivière Saint-Charles, c'est la même histoire. Ben, tu vois, L'industrie naissante de Québec se concentre sur les berges de la rivière Saint-Charles, qui à un moment donné doit être dépolluée à force de grandes subventions politiques. C'est ce que je pense va avoir lieu au début des années 2000. C'est un énorme travail qui a été fait pour réhabiliter les berges de cette rivière-là qui a été polluée pendant au moins un siècle et demi. puis qu'on avait canalisé aussi, là, on avait fait Ouais, beaucoup ouais, ouais, de ouais, ouais. murs de béton. Tu Là, vois, on dresse des ponts entre Gatineau ben et oui, Québec. c'est intéressant ça. Et là, je vous donne un autre exemple, là, le meilleur exemple. Je t'ai parlé qu'il y avait un abattoir salaison Ouais, là, à ouais, la ouais. Canada Un gros Packer. abattoir, hein? Ah, tout à fait, ça employait des centaines d'hommes, et tout a été détruit, là. Faut pas Mhm. chercher. Aujourd'hui, sur le boulevard Montcalm, et les gens du Viol qui habitaient le long du ruisseau savaient quand on avait fait boucherie. On tuait beaucoup de cochons, entre autres, à cet endroit-là, parce que le ruisseau devenait rouge. Alors, on envoyait tout le Mon sang, puis Dieu. on peut penser les viscères, puis tout ça, on envoyait tout ça dans le ruisseau de la brasserie. Puis à l'époque, on trouvait ça Normal. normal, alors qu'aujourd'hui, on dit, mais quelle horreur! Alors voilà pourquoi on s'installait le long du ruisseau de la brasserie. Alors, retenons, puis même sur le ruisseau de la brasserie, là, on va avoir ce qu'on a même des favelas, des gens qui vont aller s'installer d'une très, très grande pauvreté, d'une Mhm. très grande misère. Alors ça, c'est le contexte là, de 29, puis au début des années 30, ça va être le pire de la crise. À la fin, c'est encore difficile, mais ça l'est un peu moins. Puis c'est la Seconde Guerre mondiale qui va mettre fin à Ben la oui. Grande Dépression des années 30. Alors, vous avez un contexte. Vous, vous êtes maire, vous êtes conseiller, et là, vous voyez toute cette clientèle-là qui arrive d'Ottawa avec de l'argent. Mhm. Alors que vous allez avoir un discours public, vous allez dire c'est effrayant, mais en réalité, ça crée beaucoup d'emplois, l'argent roule beaucoup, mais il y a beaucoup pire que ça. On va développer un système, en particulier sur du temps du maire Moussette. Là. C'est pas aujourd'hui dans le secteur Hall, vous avez le boulevard Moussette, vous avez la plage Moussette, vous avez le parc Moussette. C'est Oui. un nom très, très connu. Mais lui, il arrive un petit peu plus tard, mais même avant, là, lui, il va continuer ce système-là. Ben, on va développer toute une, on pourrait dire presque un racket du vice. On ne fait pas fermer les bars, les tripots, tous ces jeux clandestins. On donne des amendes.
et assez salé, là, une partie aux clients, puis une partie aux propriétaires de ces établissements-là. Puis on va développer, on pourrait dire, presque une surtaxe qui a une partie, 20 $ qui va à la ville de Hall. 20 $ dans les années 20 et les années 30, là, c'est un très, très gros montant. Alors, le petit Chicago va devenir un peu la vache à lait pour la municipalité. Et malheureusement, encore une fois, tu seras sans doute pas surpris d'apprendre que tout cet argent-là ne va pas nécessairement dans les mains du trésorier de la ville. On a des politiciens, on aurait même des policiers Mhm. qui se servaient, là, puis même après, quand on va parler tantôt plus du maire Moussette, là, ça va continuer même dans les années 40, même si Mhm. la crise est terminée. Mais c'est quand même intéressant de voir que on a tout développé sur un système comme ça. C'est un Et système où est-ce que le vice, littéralement, paye. Et finalement, certaines personnes, peut-être un petit peu plus, je sais pas quel est le bon terme, véreux que les autres, ou moins scrupuleux, en tout cas, ils trouvent parfaitement leur compte. Est-ce que ça se retrouve dans les poches du maire Moussette? là, on n'est plus à la crise, par exemple, Ah, parce OK. que le maire Moussette, évidemment, lui est élu, si je me trompe pas, là, c'est je regarde mes notes, là, en 1940, lui est élu, non, c'était la période du maire Moussette, il est élu en 1936 pour la première fois, et lui, l'historien Hugues Théoret, qui dit que si on parle tant du petit Chicago, c'est dû en grande partie au maire Moussette. Parce que lui, il va vraiment développer ce système-là à l'extrême. Puis pourtant, son chef de police, Adrien Robert, c'est pas un policier corrompu là, à Mhm. comparer à certains. Mais le maire fait très, très bien comprendre aux policiers que ce système-là fait vivre la ville Ben dans oui. cette période de crise et que si on ferme tous ces bars clandestins, ces jeux, tout ça, ben là, les amendes vont arrêter d'entrer dans les coffres de la ville. Alors, il explique à son maire, puis il est très... les policiers sont très brillants, hein, parce que la sûreté du provincial, là, du gouvernement du Québec, faisait aussi des descentes et tout. Mais la ville a fait passer une résolution comme quoi que maintenant, ce serait que les policiers de la ville qui feraient les descentes, puis qui s'occuperaient des Intéressant. amendes et tout. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup encore plus d'argent qui entre C'est une façon de s'assurer que ce dans... soit les policiers de la ville qui, ou plutôt que ce soit la ville qui empoche finalement le résultat des amendes. Oui, mais Wow. ça aurait été plus, disons, on peut pas dire vertueux, là, parce que c'est pourri comme système. Mais Oui. au départ, c'était, si on avait dit, oui, mais là, c'est pour aider les gens, les Hulois à survivre, ça nous permet de donner le secours direct, puis grâce à ces amendes-là, ben, les Mhm. petits Hulois, les femmes peuvent manger, puis les hommes peuvent mieux dormir, puis ils se sentent moins coupables de ne pas amener de l'argent à la maison. Là, si ça avait été que ça, on aurait pu peut-être un peu fermer les yeux, mais c'est la corruption qui va se développer. Puis ça, les journaux le dénoncent, Mhm. si les gens vont au conseil municipal pour dénoncer tout ça, mais c'est beaucoup de oui-dire, puis c'est des rumeurs. Ce n'est que dans les années 40 qu'on va pouvoir prouver tout ça, parce que en 40, il y a un maire qui va être élu. Il s'appelle Raymond Brunet.
Et moi, je fais des visites guidées au cimetière Notre-Dame dans le secteur Hall. Puis, je dis toujours aux gens, ben, tous les maires catholiques de la ville sont enterrés là, mais on va aller visiter les maires, les deux plus intègres puis les deux plus corrompus. Alors, Moussette fait partie de plus corrompus, alors que le maire Brunet fait partie des plus intègres. Parce qu'avec lui, lui, il va arrêter ce Il met fin système à l'abus là. systémique de Oui, puis vice. c'était pas un maire corrompu du tout. Et il va établir une commission d'enquête. La police va enquêter sur tout ce qui s'est passé là, dans la période de la grande crise. Là, puis la prohibition, pas la prohibition, mais tout ce commerce-là, toute cette corruption dans les années 30. Et là, le juge va donner son verdict et c'était pas des rumeurs. Le maire Moussette est condamné avec deux conseillers. Alors, on voit que c'était organisé. C'était pas tous les conseillers, mais ceux du vieux hall, là, c'était tous de connivence. J'ai peut-être oublié de vous dire aussi que le maire Moussette, c'était on pourrait dire, il faisait partie de la jeunesse dorée de Hall. Son père avait été gouverneur de la prison de Hall. Alors, on aurait pu penser qu'il y avait une morale au-dessus de tout soupçon. Et il va être greffier de la Cour supérieure, mais il y a des petits à côté. Et entre autres, il est propriétaire d'un bar très, très fréquenté qui est un peu étrange que le maire possède un bar. Alors, on peut penser qu'il fermait les yeux là, sur tout ce qui se passait. Mais On peut penser qu'il ne se taxait pas lui-même. Ben là, s'il avait fermé, les policiers avaient été chez lui, dans son bar, qui s'appelait l'Apollon, si on avait fait une descente, puis on aurait fermé le bar, ben le maire aurait perdu beaucoup de revenus. Oui. Là. Mais c'est un maire quand même qui avait beaucoup de charisme et tout. Mais coup de théâtre, le juge va juste le condamner à payer les frais de cour parce qu'il dit que finalement, Moussette a tout simplement continué un système qui existait depuis longtemps. Et il a dit, sans doute, ben, ce serait injuste que je condamne que Moussette, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élus des années précédentes qui ont profité de tout ce système-là, pas juste des élus, là, on peut penser aussi à certains policiers. Alors, encore une fois, on revient au petit Chicago, puis quand on pense à la ville de Chicago, on pense aussi à la ville de corruption. Alors, il y a beaucoup, à petite échelle, c'était pas faux d'appeler Hall le petit Chicago, là. Même si, encore une fois, je le répète, même si le journal Le Droit, puis l'élite, puis l'Église catholique n'aimait absolument pas ce surnom-là, ça les piquait au vif, mais il y avait beaucoup de réalité derrière tout cela. Puis, encore une fois, de savoir qu'il y a tant d'argent qui circulait en période de crise, c'est assez étonnant également. Hall démystifié. Le petit Chicago qui n'est pas seulement le petit Chicago, le dilemme existentiel de faire rentrer de l'argent à une époque de crise économique et d'interruption de la production industrielle. Merci beaucoup, Michel. Je rappelle que Michel Prévost est président de la Société d'histoire des Outaouais. De l'Outaouais. De l'Outaouais, pardon. Petite note avant de conclure ce très excellent podcast sur l'histoire du vieux Hall et de la prohibition. Notre bière nous a été chaleureusement fournie par les Brasseurs du Temps, BDT. Ils sont sur la rue Montcalm, ici à Gatineau. Ils nous ont fourni une excellente bière, une Marzen, qu'on a bien aimé déguster. Si vous avez aimé le podcast, si vous aimez ces épisodes, on vous invite fortement à vous abonner. Puis d'ici là, ben, à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!